l'heure. Bonjour à tous, bienvenue, notamment ceux peut-être qui nous rejoignent ce matin pour les deuxièmes journées de ces 20e Neuge Pro, 20 ans déjà. Et on va, vous avez vu le thème de la table ronde, un 20 ans de politique jeunesse, retour vers le futur. On va se reprojeter il y a quelques années en arrière pour voir comment les politiques jeunesse ont évolué. Forcément, en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, hein. On n'avait pas de smartphone, on n'avait pas Facebook. Obama était un simple sénateur pas très connu. La France vivait une période particulière avec l'élection de Jacques Chirac, etc. Donc voilà, on va se rappeler toute cette période et comment tout ça a évolué. Et puis on va se projeter aussi vers le futur pour voir quelles sont les choses à faire évoluer en matière de politique jeunesse. Si vous étiez avec nous hier, on avait des jeunes avec nous sur la table ronde qui sont des jeunes issus du conseil départemental des jeunes de l'Allier. Ils sont un petit peu le fil rouge de ces 20e Neuge Pro. Et donc je vous demande d'applaudir tout de suite les deux jeunes qui me rejoignent ce matin et qui vont rester avec moi. C'est Rémi et Iban qui sont là et qui me rejoignent. Bienvenue à tous les deux. Merci de m'accompagner pour cette table ronde avec le même principe que vos collègues, hein, la possibilité d'intervenir, d'interagir avec les invités. Et puis, on va avoir votre regard, votre avis de jeunes collégiens. Donc, vous êtes tous les deux membres du conseil départemental des jeunes de l'Allier. C'est le point commun que vous avez. On a vu Rémi hier dans le plaidoyer qui a fait beaucoup parler. Donc, on a hâte de t'entendre ce matin. Peut-être pour commencer, on parle beaucoup de politique jeunesse. C'est un terme qu'on utilise régulièrement dans les discussions qu'on a, dans les projets qui sont montés. Quand on a votre âge et qu'on vous parle de politique jeunesse, déjà en premier lieu, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous amène quoi comme réflexion? Peut-être Rémi qui commence? Oui, bonjour à tous déjà. En tant que CDJ, je dirais que c'est des directives et des décisions prises par, les adultes, pour les jeunes sans forcément les consulter. Mais mais On y en tant reviendra. que jeune, lambda, ça nous parle pas vraiment pour avoir posé la question à plusieurs dans mon collège justement, donc voilà. Est-ce que les jeunes de ton âge, Ivan, ils ont le sentiment que les institutions, que le collège, que les mairies, les départements en font assez pour les jeunes? Alors, moi, dans mon collège, je pense que enfin, mes amis et mon entourage, si je leur parle de politique jeunesse et de ce qui se passe, vraiment, ils vont dire qu'il y a rien. Enfin, vraiment, ils ont pas forcément idée de ce que c'est et je pense que c'est déjà, ben, du coup, un moyen de c'est parce qu'il y a pas de communication, du coup, entre les jeunes et enfin, il y a pas de moyen de communication pour savoir ce que c'est réellement, que la politique jeunesse. Le sujet de l'information et de la communication, c'est revenu beaucoup hier dans la table ronde, la première table ronde avec les élus, puis la suivante. C'est un élément vraiment important pour vous, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses, mais que vous ne le savez pas forcément? Oui, on le voit bien, bah, avec le département, il y a le site, infojeunes, .allier, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais tous les CDJ, ils avaient pas connaissance du site jusqu'à ce qu'on en parle. Donc à mon avis, ça montre bien à quel point les jeunes Bourbonnais le connaissent. Donc il y a un vrai problème sur la communication qu'il faut qu'on renouvelle. Alors comment on peut renouveler? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi pour que ça marche mieux? Bah, déjà, les réseaux sociaux parce que c'est pas mal pour les jeunes, parce qu'on passe beaucoup trop de temps dessus, mais on y est, donc voilà. Et puis après les affiches aux arrêts de bus aussi, c'est pas mal, mais voilà, faut un peu multiplier, utiliser plein de moyens pour qu'on se rabatte pas sur un seul, donc voilà. Il y a un terme aussi qui a beaucoup été utilisé hier, qui est le terme d'aller vers, c'est-à-dire qu'on va vers les jeunes pour discuter, pour proposer des choses, pour co-construire. C'est quelque chose qui peut te sembler important, que tu sois en contact avec des adultes. Ça a été cité aussi hier sur la nécessité de bien accompagner les adultes un peu référents. Oui, oui, absolument. Ben, il faudrait, bah, déjà plus de contacts. Enfin, pour, prendre des décisions, bah, sur les jeunes justement, il faudrait que, bah, parler avec les jeunes et que les jeunes, ben, soient au courant et du coup soient en contact avec, bah, les adultes qui prennent ces décisions-là. Oui, oui, c'est très important, oui. Quand les élus du département vous demandent quelles sont vos envies ou même quels sont vos besoins, c'est des choses que vous arrivez à définir et vous arrivez à dire, vous en tant que jeune habitant de l'Allier, c'est quoi le besoin d'un collégien? Bah, alors déjà dans la liste, c'est un cas un peu particulier, il faut séparer les jeunes en 2 parties, les campagnards et les citadins. Donc Et toi, tu es citadin ou campagnard? Tu campagnard. es campagnard, d'accord, très bien. Et tu es campagnard. Nous avons deux campagnards, donc Vous êtes fichus. Alors, oui, du coup, nous, on a un problème, enfin, moi, je vois, j'habite à Saint-Léon, pour ceux qui voient où c'est à côté de Jaligny-sur-Bèvre et pour accéder à Moulins ou à Vichy, c'est 30 à 45 minutes de route. Donc si on veut faire une sortie avec les copains, déjà, faut faire tout un bazar pour s'organiser. Mais bon, s'il y avait que ça, c'était pas grave.
Mais enfin voilà, il y a de l'inégalité d'accès à plein de choses et c'est dommage. Après aussi, on a bien vu avec le confinement, par rapport à tout ce qui est déploiement, ça vous y êtes pour rien. Mais de la fibre et tout, parce qu'on n'a pas pu suivre les cours pour certains, parce qu'on est en zone blanche et du coup, on est pénalisé sur notre travail, même si on veut travailler, donc voilà. À l'inverse, tu arrives à capitaliser sur des avantages d'être en milieu rural? Ah bah oui, oui, oui. Déjà, il y a pas les voitures qui nous embêtent, mais il y a plus de vaches que d'habitants, mais on est tranquille, donc voilà. Peut-être un prix à payer, mais Pour toi, il y a un enjeu justement à essayer de limiter cette différence et oui. d'arriver à proposer les mêmes choses, c'est compliqué parce que, ouais, il y a des grosses différences entre le monde rural et le monde urbain, mais c'est Bah, quoi les attentes que tu aurais, toi? tout ce qui est sur les transports en commun parce que, Iban, il est plus, calé que moi sur le sujet, donc je te laisse prendre la suite. Effectivement, oui, sur les transports en commun, comme, il était en train de le dire, il y a un gros problème, sur le fait qu'il y a pas forcément des bus à plusieurs horaires. Je vois quand je sors du collège, j'ai des amis parce que j'ai des amis qui finissent par exemple à 14h30 et ils sont obligés de faire 1 heure, 2 heures de perm, attendre 2 heures dehors. Donc l'été, quand il fait chaud, ça va, mais quand il fait froid, ils doivent attendre, plus des 1 heure, 2 heures, justement pour avoir un bus. Ou pareil, le matin, quand on prend à 10 heures, ils sont obligés de venir à 8 heures parce que, il y a aucun moyen qui pourrait être là à 10 heures. Donc ouais, c'est effectivement, il y a pas assez de bus qui passent dans la journée. Et du coup, votre rôle de CDJ, c'est des choses que vous arrivez à faire remonter justement sur ces problématiques et d'essayer peut-être de trouver des solutions? Oui, 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 déjà, il y a les transports à la demande, on nous a appris que ça existait et nous, on n'en connaissait pas la couleur. Donc on a pu en parler justement à certains du collège qui maintenant, peuvent sûrement en bénéficier. Alors Sébastien Cotte disait tout à l'heure que le ministre aurait pu venir, mais que malheureusement, il nous a confirmé qu'il n'était pas là. S'il avait été ici, là, tout à l'heure, et que vous aviez, allez, 2-3 minutes pour lui dire: «Monsieur le ministre, il faut vraiment faire ça». Est-ce qu'il y a 1 ou 2 idées qui vous sembleraient importantes à mettre en place? Alors pour l'Allier, mais globalement peut-être pour la jeunesse de France? On est parti dans un bon mouvement généralement parce que on s'est dit que c'était bien de faire des politiques jeunesse, mais avec les jeunes, vu que c'était eux qui en bénéficiaient. Donc ça, faut continuer sur cette route-là, c'est très bien. Ah, juste Et sur ce point-là, peut-être, sur la réaction du président hier, tu as entendu quand il disait: «Oui, on oui, fait des politiques jeunesse, on vous écoute, mais il faut que vous appreniez à écouter ce qu'on vous propose et ce qu'on vous propose, c'est peut-être bon pour vous, sans que vous vous en rendiez compte». Tu as réagi comment sur ton siège quand tu as entendu ça? je l'ai eu un peu mauvaise. Non, mais on est d'accord que c'est bien, hein, on va pas tout vous reprocher, vous faites des choses très bien, mais le souci, c'est que les choses bien, souvent, on n'en voit pas la couleur à cause de la communication, encore une fois, donc c'est vraiment cet axe-là qu'il faut appuyer pour, y arriver. Donc parenthèse fermée sur la discussion, je pense que tu en reparleras avec le président Riboulet. Il y a pas de problème. Sur la proposition au ministre, Iban, si tu avais eu un petit moment pour discuter avec lui, qu'est-ce que tu lui aurais, suggéré comme idée? Oui, un peu comme Rémi, du coup, effectivement, continuer parce qu'il y a des choses qui sont bien, hein. On va pas tout leur reprocher. Donc continuer sur les choses qu'ils font de bien. Mais quand même, du coup, la communication, effectivement, c'est vraiment, je pense, le point le principal sur lequel il faut travailler, d'être plus au contact, des jeunes. Donc aller vers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc aller vers les jeunes, pourquoi pas, ou enfin, il faut trouver des moyens pour communiquer avec les jeunes. Quand vous avez préparé les journées Noche Pro avec l'ensemble des CDJ, il y avait une idée qui était ressortie aussi sur l'idée d'avoir peut-être des locaux pour les jeunes, des lieux identifiés où vous puissiez vous retrouver. Oui, enfin, c'était pour les campagnards, encore une fois, mais parce qu'en fait, à la campagne, mis à part le stade municipal, le jour où il y a l'équipe du foot du village qui joue, il y a pas trop de rassemblement pour les jeunes, donc faire une salle à disposition, par exemple, qui soit gérée par, un élu qui nous accompagne dans les projets qu'on veut faire et nous mettre, pas un gros fonds financier, mais par exemple une centaine d'euros pour qu'on puisse l'aménager comme on veut et puis voilà. Merci déjà pour ces propos d'introduction de cette table ronde. Et puis, je compte sur vous pour interagir et réagir avec les invités qui vont se succéder. Et les deux premiers qui me rejoignent, c'est Frédéric Royon, qui est directrice de la CAF de l'Allier, et Jordan Paris, chargé d'études et de recherche à l'INGEP. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur cette table ronde avec Rémi Ivan pour discuter de ces 20 ans de politique jeunesse, de faire la rétrospective rapide, les premiers bilans qu'on peut tirer, puis
essayer de se projeter un peu sur les pistes essentielles peut-être à travailler, avec un regard croisé qui va être intéressant avec Jordan qu'on connaît voilà, pour cette vision un peu supra, chargée d'études et de recherche. Tu es également co-directeur des cahiers de l'action à l'INGEP. Et puis voilà, le retour de terrain d'un acteur clé, essentiel, cet acteur qui est la Caisse d'allocation familiale avec la directrice donc, de la CAF de l'Allier. Merci donc à tous les deux. Peut-être Jordan pour commencer. Si tu peux nous dire, toi, de ton point de vue de chercheur à l'INGEP, si tu dois voilà, regarder un peu la rétrospective de ce qui s'est fait depuis 20 ans en matière de politique jeunesse. Alors, il y a 20 ans, tu n'étais pas dans le milieu et on était peut-être peu. Enfin, il n'y avait pas grand monde. On l'a vu hier, hein, d'ailleurs. Ceux qui étaient là au premier Neuge Pro ne sont pas si nombreux que ça. Ça montre qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux acteurs qui rentrent dans cette thématique. Qu'est-ce que tu nous dirais, toi, sur cette rétrospective qu'on pourrait tracer ? Oui, bah c'est vrai, il vous a pas échappé qu'à 20 ans, j'étais pas dans les politiques de jeunesse. Donc en fait, en préparant un petit peu l'intervention de ce matin et puis cet échange qu'on a ce matin pour les 20 ans du Neuge Pro, je me suis un peu replongé en fait dans les archives de l'INGEP et puis je me suis réappuyé un petit peu sur les différents travaux que certains collègues plus anciens à l'INGEP, qui sont plus forcément à l'INGEP aujourd'hui, et tout un tas de sociologues qui avaient travaillé à l'époque sur les politiques territoriales de jeunesse. Donc je me suis un peu replongé là-dedans. Et du coup, je vais essayer un peu de vous donner une sorte de perspective à partir de ça et puis de ma connaissance d'aujourd'hui. C'est important de resituer d'où je parle parce qu'effectivement, il y a 20 ans, j'étais pas encore dans ce domaine-là. Et en fait, ce qui moi me frappe en fait quand je relis en fait les travaux qui ont été faits au cours des 20-30 dernières années, et notamment par rapport à l'échelon départemental, puisque Neuge Pro est organisé par le conseil départemental de l'Allier, c'est le fait que finalement, en 20-30 ans, il y a quand même une grosse évolution du paysage des politiques territoriales de manière générale et plus spécifiquement en direction des jeunes. Et qu'en fait, quand on regarde historiquement, et ben, par exemple, avec le positionnement des départements sur les enjeux relatifs aux politiques de jeunesse, l'idée d'avoir une animation autour des politiques de jeunesse est en fait relativement récente. C'est-à-dire que Neuge Pro marque une sorte de montée en compétence un petit peu des départements à partir de la création de l'événement dans les années 2000, puisqu'auparavant, en fait, quand on regarde les travaux qui étaient faits auparavant sur les politiques locales de jeunesse, c'était très, très centré, beaucoup plus autour de la commune et dans une relation plutôt entre les services déconcentrés de l'État et les communes. Quand je me suis replongé, par exemple, en 93, il y avait des journées sur les politiques territoriales de jeunesse qui avaient été organisées par l'INGEP. Et quand on relit les actes de ces journées, on est frappé, en fait, de la centralité des enjeux liés à l'échelon communal et dans la relation de partenariat avec les services de l'État. Ce qui anime, c'est les services de l'État en relation avec les communes. Mais en fait, quand on relit ces travaux-là, le niveau du département, le niveau de l'intercommunalité qui existait, qui était encore balbutiante à l'époque, le niveau de la région, même sur les enjeux jeunesse, n'était pas forcément extrêmement visible. Et donc en fait, au cours des 20 dernières années, on assiste finalement à une multiplication un peu des échelles de l'action publique qui se sont saisies des enjeux jeunesse. Alors évidemment les départements, évidemment les régions et évidemment aussi les intercommunalités qui ont été créées en gros dans les années 90. On se souvient par exemple pour les intercommunalités d'aujourd'hui avec la loi Chevènement de 99. Et après, il y a eu une montée en puissance au cours des années 2000 et 2010 qui a complètement multiplié en fait les différentes échelles de l'action publique dans le domaine de la jeunesse. Donc l'effet que ça a structurellement, c'est que ça étend à la fois le champ des partenariats, de la transversalité qu'on peut avoir à construire entre les acteurs, c'est-à-dire que formuler une politique de jeunesse à l'échelle d'un territoire implique une multiplicité d'échelons de politique publique qui est plus important qu'il y a 20 ans et encore plus qu'il y a 30 ans. Et puis forcément, ça complexifie aussi ces relations de construction de partenariat avec, derrière ça, au cours des 20 dernières années, un processus de rationalisation budgétaire de l'État, des collectivités, qui a aussi mis une sorte de pression accrue sur ces enjeux finalement de partenariat et de transversalité. Ce que disait Rémi tout à l'heure sur la difficulté en termes de communication, la lisibilité, etc., ça a été évoqué aussi hier avec des remarques en disant
Alors avec des points de vue un peu différents entre, il y a trop de dispositifs et puis il y en a pas forcément trop, mais c'est peut-être qu'ils sont mal articulés. C'est quoi toi ton point de vue là-dessus? Bah, c'est clair que ça, s'il y a quelque chose qui perdure depuis 20 ans, alors qu'on en parle depuis 20 ans, et s'il y a quelque chose qui s'est aussi renforcé, c'est le fait que l'action publique en direction des jeunes, eh bah, c'est renforcé dans cette idée que ça se construit par une logique de dispositif. En fait, l'action publique, qui se structure en direction, en gros, des 18-25 ans, c'est une logique de multiplication de dispositifs plutôt que de droits, qui sont activés par, une relation qu'on a avec les différentes institutions, type mission locale, CAF, réseau IJ, et que ça complexifie énormément, en fait, le paysage de ces politiques publiques. Ça les rend extrêmement difficiles à lire pour les professionnels de jeunesse qui doivent en permanence s'adapter à l'évolution des dispositifs, et on imagine que ça doit être encore plus compliqué pour le public, en l'occurrence les jeunes, de pouvoir composer avec ça. Ce qui a un enjeu direct avec la question de la participation, puisqu'en fait, compte tenu de cette complexité, de la difficulté à lire, en fait, où se joue la décision publique, et qui décide de quoi et comment se construit, en fait, une prise de décision dans une collectivité territoriale, associé au fait que, même si évidemment par exemple, les délibérations d'assemblées communautaires, de collectivités sont publiques, c'est extrêmement technique d'aller chercher dedans pour suivre les décisions, pour suivre quand on est le public, c'est extrêmement difficile de comprendre, comment se fait cette décision, et c'est extrêmement difficile de savoir où c'est que se joue l'espace de la décision. Ce qui rend, d'autant plus difficile la possibilité de s'impliquer et de participer, à cette prise de décision. Sachant qu'en plus, vous avez tous les 2, comme vos collègues, une compréhension probablement plus importante que vos autres, potes du collège, parce que justement vous êtes dans ce milieu, vous êtes impliqués. Du coup, ça doit vous aider aussi peut-être dans la meilleure compréhension de ce qui est fait pour vous? Bah, oui, des fois, mais enfin, oui, globalement, avec, le CDJ, on sait ce qu'on a le droit, ça nous aide pas mal, mais malheureusement, c'est pas le cas de tous les jeunes parce que 30 bourbonnais sur, des milliers qu'il y a, c'est pas assez. Donc voilà. Il y a un élément peut-être aussi depuis 20 ans qui bouge et en tout cas qui est vraiment nécessaire. On y reviendra un petit peu plus tard aussi sur la table ronde. C'est peut-être une meilleure prise en compte du fait que c'est un vrai sujet qui doit être transversal dans les institutions, sur le sujet transversalité. Bah, c'est lié à cette, complexification du paysage parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'en plus les politiques de jeunesse historiquement impliquent énormément les acteurs associatifs. Donc les enjeux de coordination à toutes les échelles de l'action publique entre les acteurs associatifs, entre les différents niveaux de collectivité, entre les différents niveaux de collectivité et les services de l'État, entre tout ce monde-là et les services de la CAF, heu, implique que si on veut prendre en compte, en fait, les jeunes dans l'ensemble de leur parcours, on doit organiser des coopérations entre ces différents acteurs. Mais comme le paysage en 20 ans s'est complexifié, du coup, ça rend, de plus en plus complexe, finalement, la possibilité de s'organiser dans ces partenariats. Et indépendamment de ça, il y a eu aussi dans la dynamique de ces 20 ans, quelque chose qui a été très, très important dans l'évolution et que je pense que vous êtes beaucoup ici à avoir, vécu, et qu'on voit aussi apparaître dans les différents travaux de recherche, c'est la recomposition du rôle de l'État. Parce que c'est vrai qu'avec la décentralisation, qui s'est développée, avec la multiplication des niveaux, l'activité finalement d'animation et de formulation des politiques publiques, c'est en gros au niveau local déplacé dans les collectivités territoriales. Les services de l'État se sont largement réduits en fait dans leur rôle d'animation, et en fait l'État s'est repositionné dans une sorte de formulation de politique publique qu'on appelle de gouvernement à distance, c'est-à-dire de formulation d'orientation de politique publique par le biais d'appels à projets, et dont se saisissent en fait les acteurs locaux. Donc en fait, il y a aussi une recomposition au niveau des services de l'État, et à cela s'ajoute également le fait que dans ce paysage, il y a également le niveau européen qui s'est lui-même développé, et qui joue un rôle. Cette européanisation des politiques de jeunesse modifie finalement le cadre de formulation, y compris local, des politiques publiques. Et puis, en dernier lieu, et ça, je pense que vous en parlerez au niveau de la CAF, c'est vrai que par rapport à il y a 20 ans,
La CAF c'est largement aujourd'hui positionné dans ces enjeux de formulation locale de politique de jeunesse. Et ça, c'est un peu nouveau quand on l'observe à l'échelle des territoires, à la fois le rôle de la CAF en tant que financeur, mais aussi le rôle de la CAF en tant qu'animateur de ces politiques publiques qui auparavant étaient peut-être plutôt pris en charge par d'autres services, des services déconcentrés de l'État et aussi des collectivités. Si on essaye d'avoir cette perspective historique, voilà un petit peu, disons, des grandes tendances qui nous ramènent 20 ans en arrière et aujourd'hui. Du coup, tu me fais la transition avec la directrice de la CAF. Donc, merci Jordan. Frédérique Royan, donc directrice de la CAF de l'Allier. Ça fait un peu plus d'un an que maintenant que vous êtes directrice ici dans l'Allier de cette institution. C'est vrai que la CAF, c'est l'acteur central des politiques jeunesse, des discussions qu'on a aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on est l'acteur central, parce que Jordan l'a bien dit, on est au milieu d'un panorama d'acteurs. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'intervention des CAF en 20 ans, c'est pas le jour et la nuit, mais presque. Si on se rappelle l'implication historique traditionnelle d'une CAF, c'était un point d'entrée concernant la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, que certains résument à qui va garder les enfants. Sauf que là, on n'a pas des enfants avec nous, on a plutôt des ados et des jeunes adultes. Donc, historiquement, l'intervention des CAF, elle était axée sur le financement des accueils collectifs de mineurs. On a commencé comme ça. On était un financeur des accueils collectifs de mineurs. Et c'était, j'allais dire, à peu près tout sur le champ des ados. Et on avait un axe autour des jeunes adultes, donc de l'intégration des jeunes adultes autour des foyers de jeunes travailleurs. Donc ces deux politiques-là, elles sont restées. En revanche, elles se sont approfondies et élargies, donc sur ces deux domaines. Et puis, progressivement, et dans les CAF, le point de bascule, finalement, c'est celui des attentats. C'est après les attentats que les CAF se sont positionnés, repositionnés sur toute une série de dimensions d'intervention en faveur de la jeunesse et qu'on s'est intéressé au public des ados et au public des jeunes adultes à travers un certain nombre de dispositifs qu'on pourra détailler si vous voulez. Mais vraiment, cette idée qu'on est parti d'un rôle de financeur des accueils collectifs de mineurs à un rôle plus étendu, à la fois sur le financement des accueils collectifs de mineurs, mais aussi sur des segments. Alors, pour le coup, il y a peut-être des choses que la CAF finance, dont vous ne savez pas que c'est la CAF, mais qui existent. Et pour le coup, c'est pas parce qu'une politique n'est pas identifiée avec son logo au profit des jeunes qu'elle n'existe pas. Et moi, il me semble qu'au moins dans le département, on a vraiment beaucoup d'actions et de dispositifs ou acronymes qui sont territorialisés et implantés au plus près des jeunes. Mais c'est vrai que de dire aujourd'hui, en 2022, que les politiques de jeunesse sont complètement intégrées pour vous dans la politique famille, parce que c'est le lien qu'on a tous et que on voit ça justement aussi en transversalité de son regard familial, on va dire, ça paraît une évidence aujourd'hui. Ça l'a toujours été, mais on était vraiment resté il y a 20 ans sur une logique de départ en vacances, d'accès aux loisirs. Et la dimension de proximité envers les jeunes, on ne l'avait pas forcément développée. Donc, on était un partenaire financeur. Et pour le coup, on sait bien qu'une famille, son enfant, il ne s'arrête pas de grandir à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Voilà, il grandit encore. Et on a structuré des offres plutôt favorisant du coup la proximité. Alors je peux en citer quelques-unes si vous voulez. Donc par exemple, on a développé les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, alors qui ne sont pas identifiés comme ça parfois dans les structures, mais qui proposent des activités de proximité au sein des collèges. Hein. Donc c'est des financements croisés avec un travail partenarial. On a également travaillé autour des dispositifs des promeneurs du net. Donc, on pourra en parler parce que les promeneurs du net, c'est né en 2012. Donc, ça fait exactement 10 ans. Et les promeneurs du net, au départ, on s'est dit, tu l'as dit tout à l'heure, où sont les jeunes, quoi. On s'est dit où on va aller les chercher, les jeunes. On va les chercher là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. C'est pas la CAF qui va les chercher. Parce que la CAF, comme institution, elle ne sait pas, je vais dire parler aux jeunes. Peut-être qu'on ne sait pas parler aux jeunes. En tout cas, on s'est dit, il y a
dans des structures de proximité, des centres de loisirs, des centres sociaux, toute une série, même des collèges, des personnes qui peuvent être en proximité sur les réseaux sociaux. Et donc, le financement des promeneurs du net, il est né en 2012. Et dans notre département, je trouve l'intérêt que ça a, c'est qu'on s'est concerté avec un autre département qui est celui du Puy-de-Dôme, qui est un petit peu rural et un petit peu urbain aussi, un peu pareil. Voilà, donc et on a travaillé en concertation pour renforcer notre impact. Parce qu'on s'est dit, nous, tout seuls, on n'arrivera pas finalement à mettre des moyens pour coordonner, pour appuyer, pour soutenir. En revanche, à 2 départements, on sait faire. Donc, Ouais. on a vraiment fait un travail de réflexion sur quel est le bon territoire d'intervention. Peut-être rappeler ce que sont les promeneurs du net, puisque c'est un dispositif qui a 10 ans, comme vous le rappeliez, mais qui n'est pas présent dans tous les départements de France. Donc, vous êtes peut-être issu de départements pour lesquels le dispositif n'est pas déployé. C'est quoi les promeneurs du net? Alors, les promeneurs du net, il y en a peut-être, tiens, on va faire un test. Est-ce qu'il y a des promeneurs du net dans la salle? Voilà, je crois qu'on a la Ouais. réponse à notre question. Bon tiers, je pense, non? Un bon Ouais, tiers. comme ça. À la base, un promeneur du net, c'est d'abord un professionnel de l'animation jeunesse. Donc c'est pas un métier, promeneur du net. Le promeneur du net, c'est une des manières d'exercer son travail d'animateur. Et donc c'est comme ça que ça a été conçu. Donc un promeneur du net, il demande à être labellisé et il passe du temps chaque semaine sur les réseaux sociaux et il promeut les activités. Tout à l'heure, tu disais, il y a des trucs, on ne sait même pas qu'ils existent. Le travail du promeneur du net, c'est de faire connaître les offres locales le plus près possible de leur structure et donc des jeunes qui le travaillent. Donc, dans nos 2 départements, donc Allier et Puy-de-Dôme, on a 120 promeneurs du net, avec donc un développement qui est très, très important. Mais c'est une des missions des professionnels de la jeunesse d'être promeneur du net. C'est pas un métier en tant que tel. Ça vous parle, ça, ce terme de promeneur du net et ouais, Rémi? J'aimerais revenir là-dessus parce que moi, dans mon collège, il y a le centre social à côté. Du coup, il y a des animateurs qui sont promeneurs du net. Et nous, c'est pas dans la promotion qui sont plus, c'est pour le cyberharcèlement qui sont mobilisés et pas dans la promotion justement des actions. Donc, je tenais juste à le dire que c'est pas pour tout le monde. Ouais. Alors, tu as raison de le souligner. Je pense que ce qui est important de souligner là, c'est que tous les promeneurs font pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le promeneur, il fait des choses qui sont adaptées aux questions qu'il perçoit comme importantes, aux demandes qui sont exprimées par les jeunes. Donc, ça peut être des choses autour du cyberharcèlement, ça peut être des choses autour des loisirs, ça peut être des choses autour de loisirs plus ponctuels. En fait, il y a autant d'actions de promeneurs que de promeneurs et que de besoins territoriaux. Donc, un des axes de la CAF, c'est vraiment d'essayer de ne pas prescrire en réalité trop les politiques, mais de repartir des besoins du terrain. Et on fait la même chose avec la prestation de services jeunes, dont on parlera peut-être dans un moment, mais pour qu'il y ait des choses moins descendantes et qui soient plus partie de vos besoins et de vos attentes. On a beaucoup parlé de l'évolution depuis 20 ans. Vous avez dressé, Madame la Directrice, les points sur voilà, actuellement. Si on se projette dans les prochaines années, alors je sais que c'est probablement compliqué pour vous, compte tenu des liens que vous avez avec vos ministères de tutelle et avec des choses qui se décident, qui se trament, etc. Mais vous, de votre point de vue de professionnel, en tant que directrice de cette institution dans l'Allier, si vous deviez esquisser quels seraient vos sujets qui vous semblent importants, prioritaires ou qui pourraient voir le jour, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors d'abord, je vous dirais que nous serons l'année prochaine dans une nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Donc les arbitrages avec nos ministères de tutelle, ils ne sont pas passés. Par contre, on voit bien ce que la branche famille souhaiterait porter. Donc ça, je peux vous dire ce que nous, on souhaiterait porter. La première chose qui nous semble importante pour revenir à la question des accueils de loisirs, ce serait de dire, aujourd'hui, on a un certain nombre d'accueils de loisirs qui peuvent être vieillissants. Et puis, on a des accueils de loisirs qui peinent parfois à intégrer tous les enfants. Donc, on avait un sujet d'accessibilité financière. Celui-là, il a été très largement traité. Mais on a, par exemple, des enfants porteurs de handicap qui, aujourd'hui, peuvent avoir des difficultés à rentrer dans un accueil de loisirs. Donc ça, c'est un axe sur lequel, à la fois localement et puis, je pense désormais nationalement, on va porter une attention particulière par des accompagnements financiers. Donc, cette accessibilité élargie, on va dire. Deuxième sujet, on souhaite porter des soutiens
au financement des investissements au sein des accueils de loisirs. Ça a été engagé dans le cadre des plans Mercredi récemment et il nous semble que soutenir les rénovations des accueils de loisirs, ça fait partie des missions de la branche famille. On finance bien des crèches, donc on peut financer des accueils de loisirs, nous semble-t-il. Deuxième sujet autour de la jeunesse, c'est renforcer en réalité les politiques de proximité et de soutien aux initiatives de proximité. Donc, on a par exemple, depuis 5 ans, développé une prestation de service jeune qui permet aux structures de développer en fait des activités au profit des jeunes, mais sur leur demande, c'est-à-dire qu'on ne les prescrit pas. Et par exemple, en Allier, on a monté en charge assez vite puisqu'on est à 12 animateurs qui sont labellisés avec cette prestation de service et on en voit vraiment les effets très positifs sur des coordinations en proximité et des actions qui s'organisent en proximité. Donc on a vraiment ces 2 axes, à la fois du financement et le renforcement de l'inclusion des enfants porteurs de handicap. Ça, c'est un sujet qui est très fort au sein de la branche famille. Et puis un deuxième sujet qui est de poursuivre en fait notre soutien en proximité aux initiatives des acteurs. Jordan, sur l'avenir, est-ce que dans les travaux de recherche, dans les études que tu mènes en ce moment, tu sens certains axes, certains sujets peut-être complémentaires à ce que vient d'évoquer Madame Royon? Oui, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on pourrait évoquer. Alors déjà, la première chose, moi, qui me paraît important, et je reprends, c'est la distinction que je vais faire maintenant, je la reprends à un autre chercheur qui s'appelle Tom Chevalier. Il dit, en fait, à l'échelle de l'Europe, il y a des pays qui considèrent les jeunes comme des adultes et d'autres pays qui considèrent les jeunes comme des enfants. En France, on a plutôt tendance, de manière dominante, à considérer les jeunes comme des enfants. Peut-être qu'une des évolutions qui pourrait être positive du point de vue de la jeunesse serait vraiment, y compris d'un point de vue de participation politique, de désormais considérer les jeunes réellement comme des adultes et pas seulement comme des jeunes. Parce que la plupart du temps, quand on fait participer des jeunes en France, on les fait participer en tant que jeunes. Alors, ce qui fait que les jeunes se mobilisent et participent à la décision publique, c'est aussi tout ce qui traverse la société, c'est le fait qu'ils sont lycéens, c'est le fait qu'ils sont conscients des problèmes de changement climatique, et que c'est d'abord ça qui compte dans la mobilisation des gens par rapport à l'action publique. Et en lien avec cet enjeu-là, et puis aussi peut-être en sortant aussi d'une logique de dispositif dont on voit bien que quand on fait nos enquêtes, c'est une dimension structurelle des politiques d'insertion en France, cette logique de dispositif, mais qui est très contraignante pour l'ensemble des professionnels et l'ensemble des jeunes. Donc peut-être avoir une sorte de simplification et puis une logique fonctionnant de manière plus automatique par des droits peut éventuellement être de nature à faciliter en fait la construction des parcours des jeunes. Et ça, c'est des remontées qu'on a quand on fait nos enquêtes. Voilà, donc ce que je vous dis là, c'est beaucoup des choses qui me reviennent dans les entretiens. Et puis l'autre élément… Ça vous parle, ça fait écho? Oui, alors je m'étais noté dans mes petites notes, et puis j'ai rien dit de mes petites notes, mais c'est le jeu. On parle beaucoup de dispositifs, et souvent, quand on parle de dispositifs, c'est parce qu'on pense une politique comme une réponse à un problème. Donc on prend un problème, puis donc on trouve une réponse. Ouais. Et le sujet, en tout cas ce que porte la branche famille avec ses partenaires, notamment les centres sociaux, c'est de passer en fait d'une logique de problème à une logique de capacité à faire. Et là-dessus, effectivement, quand on réfléchit en termes de capacité, on n'enferme pas les jeunes entre j'ai 12 ans, je suis plus un jeune, je suis peut-être un ado, j'ai 14 ans, je vais au conseil départemental des jeunes, puis j'ai 18 ans et je dois m'intégrer. Donc cette logique de passer d'une réponse à des problèmes à une mobilisation des capacités, je pense qu'elle doit irriguer nos politiques. Dernier point peut-être Elle pour dépend, conclure. ouais, mais aussi ce changement-là dépend aussi de comment les institutions publiques et l'action publique se met au niveau aussi, c'est-à-dire se rend lisible et ouvre ces espaces, c'est-à-dire les différentes compétences des collectivités, à la participation du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des dispositifs de participation qui se font souvent en parallèle de la décision sur les grands choix structurants. Et peut-être qu'un des enjeux est de rendre plus accessible la décision publique les systèmes de gouvernance et d'intégrer là-dedans en fait des dispositifs de participation qui impliquent vraiment les jeunes dans la définition de ces politiques publiques.
Merci Jordan Paris de l'INJEP et donc Frédéric Royan, directrice de la CAF de l'Allier. On peut les applaudir. Merci à tous les deux. On va rester dans le même schéma avec l'idée de se projeter il y a quelques années en arrière pour voir comment les politiques jeunesse ont évolué et puis qu'est-ce qu'il faudrait mieux faire, maintenir, faire évoluer, avec 3 regards différents de 3 responsables. Jonathan Boquet, président de la NACEJ, Lucie Bozonnet, coprésidente du CNAGEP, et puis Quentin Bourgon, qui est lui représentant du Forum français de la jeunesse. Chercher un 6e micro, ça sera plus simple pour les prises de parole. Bienvenue à tous les 3 sur cette table ronde. On va vous inviter à un exercice un peu compliqué de regarder derrière dans le rétroviseur et puis également de se projeter avec vos regards qui vont être très complémentaires d'élus, de présidents de structures, certains depuis plus récemment impliqués. Peut-être commencer par Jonathan Boquet, président de la NACEJ. On a eu hier 2 personnes sur cette table ronde qui venaient de la NACEJ, qui étaient dans le COMJ notamment. Peut-être représenter en quelques mots ce qu'est la NACEJ, si certains encore se demandent à quoi ça correspond. La NACEJ, c'est un réseau d'acteurs qui, en 91, donc ça date un peu, c'est encore plus vieux que 20 années de politique jeunesse, s'est dit qu'on pouvait plus continuer à faire des politiques jeunesse sans les jeunes, et même qu'on pouvait plus faire de politique sans les jeunes. Donc c'est un réseau qui fait la promotion de la participation des enfants et des jeunes à la vie publique, qui accompagne les collectivités dans la production d'espaces de participation et qui forme les professionnels au dialogue avec les jeunes. On sera la semaine prochaine d'ailleurs à Arras pour le congrès, avec pas loin de 900 jeunes qui vont travailler pendant quelques jours pour essayer de construire plein de belles choses. Absolument, la mise à jour de notre plaidoyer. Donc, on connaît la genèse de la NACEJ. Entre l'idée de départ et ce qui se passe aujourd'hui, quel bilan vous en tirez, vous, de ce qui s'est passé depuis toutes ces années ? Il suffit d'écouter nos témoins pour savoir qu'on n'a pas tout à fait réussi notre pari, puisqu'ils nous demandent encore un peu plus d'aller vers, un peu plus de participation des jeunes. Et aujourd'hui, on sent bien que toutes les échelles qui fabriquent des politiques publiques ne se sont pas converties à la citoyenneté des jeunes. Elles n'ont pas encore affirmé le fait que les jeunes pouvaient prendre une part active à l'élaboration des politiques publiques. Donc ça, c'est un élément véritablement de semi-échec, parce qu'il y a quand même un progrès, au moins dans aujourd'hui, aucun élu n'oserait dire qu'il ne se tourne pas d'abord vers les jeunes pour construire sa politique publique. Donc déjà, il y a un pas qui est fait. Qu'est-ce qui manquerait justement pour qu'il y ait une meilleure prise en compte encore des institutions, de certains élus même encore, la juste place qu'il faudrait laisser ? Alors d'abord, j'ai quand même envie de dire qu'il s'est passé des choses positives, et notamment sur le fait qu'il y a eu l'affirmation d'une politique publique de jeunesse en tant que telle au cours de ces 20 dernières années. C'est-à-dire que c'est plus, certes, c'est une multiplication de dispositifs, mais on a une approche globale. C'est plus seulement d'un côté l'animation, d'un côté la prévention, d'un côté l'insertion. On arrive à avoir une politique d'ensemble. On prend en compte le jeune dans sa diversité, donc les jeunes avec la spécificité de leurs besoins, et on va les chercher dans les espaces dans lesquels ils sont de plus en plus, pas encore suffisamment, et on a une approche globale. Ça, c'est quand même un vrai progrès, mais il nous manque une politique structurelle et une politique structurante, en fait. Il nous manque quelque chose qui permettrait de coordonner comme il faut le réseau d'acteurs. Et je ne veux tirer sur personne, mais il faut aussi se dire ce qui ne fonctionne pas. Il y a des injonctions contradictoires, et je ne veux pas dire le sempiternel, on manque de moyens, mais à un moment donné, il y a une question de moyens. Et on a un État marionnettiste qui ne veut pas tout à fait mettre les mains dans le cambouis, mais qui tire quand même les ficelles. Et les ficelles, en fait, ils tirent pas toujours les mêmes, donc il faut s'adapter en permanence, et les associations locales doivent s'adapter aux appels à projets, aux PIA, aux nouvelles, à chaque fois aux nouvelles orientations, aux orientations de l'État, mais aussi parfois au changement d'orientation locale. Et ça crée des turbulences dans les politiques publiques qui mettent tout le monde mal à l'aise et qui nous empêchent de structurer sur le long terme un réseau et des axes forts. Il vaudrait mieux qu'ils aient plus les mains dans le cambouis ou moins les mains dans le cambouis ? En tout cas, il faudrait que ce soit éclairci. C'est toute la question, je pense, qui doit être posée à l'ensemble des professionnels et des acteurs jeunesse, c'est où doit être le portage politique le plus fort ?
qui doit prendre le leadership? On a vu que le chef de fila, ça fonctionne pas tout à fait. Et ça, il va falloir qu'on l'éclaircisse à un moment. C'est vrai que la vice-présidente de la région disait, c'est un peu la patate chaude qu'on nous a refilée. Bon. Oui, voilà, elle est la première à le dire, alors que théoriquement, la région, effectivement, a le chef de file à la jeunesse, et en fait, on voit pas toujours comment est-ce qu'ils arrivent à embrayer ça, parce qu'ils sont pas en proximité, sauf que si on veut faire de la participation avec les jeunes, a priori, il va falloir faire de la proximité. Donc, on parle pas mal des réseaux départementaux en ce moment, et on voit que ça fonctionne, donc peut-être que c'est ça le bon échelon, mais je veux pas répondre de manière péremptoire à cette question. En tout cas, il va falloir qu'on s'y attelle, franchement. Lucie Bozonnet, à mes côtés, donc vous êtes coprésidente du CNAGEP. Même exercice que Jonathan il y a quelques instants. Le CNAGEP, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le CNAGEP s'est créé en 1968 pour réunir des associations de jeunesse et d'éducation populaire qui étaient différentes, mais qui voulaient se rejoindre pour se mettre en réseau, pour se rencontrer et pour pouvoir échanger collectivement avec les pouvoirs publics. Donc vous êtes une des 3 coprésidents de cette association. Vous êtes donc coprésidente depuis 1 an seulement, c'est ça, hein? Voilà. Du coup, peut-être compliqué de se projeter il y a quelques années en arrière pour vous demander comment les choses ont évolué, mais de ce que vous voyez aujourd'hui des politiques jeunesse, avec à la fois l'angle que vous avez dans le mouvement que vous représentez au sein du CNAGEP et pour le CNAGEP, qu'est-ce que vous nous dites? Alors oui, moi, mon mouvement, c'est le MRJC et au sein du CNAGEP, il y a 70 mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, dont la NACEJ qui en fait partie aussi. Donc, les enjeux qu'on pointe, on les a déjà évoqués ce matin, mais c'est d'avoir une politique jeunesse transversale. Et donc, les constats, c'est ceux qui ont été aussi dit ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs à différents échelons qui recoupent différents secteurs, mais qu'il manque un fil rouge et une vision globale de l'ensemble de ces dispositifs, que ça crée une illisibilité pour les jeunes. Et donc, là aujourd'hui, au niveau national, il y a plusieurs dispositifs. Il y a le mentorat, il y a le contrat d'engagement jeune, il y a le service civique, il y a le service national universel. Mais c'est géré par différents ministères. Mais comment on pense une cohérence et comment on s'assure que tous les besoins des jeunes, qui sont aussi différents en fonction de si on est campagnard ou urbain, et on réponde à l'ensemble de ces besoins-là. Et en plus, il y a effectivement des dispositifs au niveau territorial, et donc ça fait une multiplicité de choses. Et donc, je rejoins la question du chef de fila, en fait, qui prend cette vision globale et qui s'assure qu'il y ait une vraie cohérence et une complémentarité, voilà, que ce soit interterritorial, mais aussi interministériel. Et aussi pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, les politiques jeunesse, c'est beaucoup des dispositifs, mais que les dispositifs, ils vivent pas sans aussi des structures qui les font vivre et qui sont les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et face à cette problématique, quel rôle peut jouer le CNAGEP? Quel rôle vous essayez d'avoir? Nous, on est en dialogue avec les élus nationaux. Il y a aussi des CRAGEP, donc c'est des coordinations régionales du CNAGEP, qui sont aussi en lien avec les élus locaux. Nous, on porte cette parole il faut une politique transversale, et il faut que cette politique, elle puisse garantir la sécurisation des parcours pour les jeunes, que ça leur permette que la jeunesse, ça soit vraiment un temps d'autonomisation, d'émancipation, et que on leur garantit des conditions de vie dignes, notamment sur la question d'avoir des conditions de vie économique et la garantie d'un certain revenu, quelle que soit sa situation. Quentin, juste à côté, Quentin Bourbon, alors vous représentez le Forum français de la jeunesse, vous êtes président de l'association Rêve Jeune.
association que vous avez créée au moment du Covid pour accompagner les jeunes sur les questions de santé. Peut-être présenter l'association que vous représentez, Rêve Jeune, en quelques mots. En quelques mots, bon, je suis vraiment là pour le FFJ, mais en quelques mots, Rêve Jeune, c'est une association qui s'est créée il y a 2 ans maintenant, qui sert justement de se mobiliser sur la santé par et pour les jeunes, avec 2 dispositifs. Un premier sur l'accompagnement en droit, notamment sur tout ce qui est carte vitale, mutuelle, sécu, et aussi sur une deuxième partie sur un accompagnement avec des professionnels de santé, notamment des psychologues, des coachs de vie, des sophrologues, pour faire des séances gratuites aux étudiants. Donc c'est assez en développement, puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui fait aussi de la prévention avec beaucoup d'aller vers et de pair aidance, c'est un élément important, avec une vision circulaire de la santé, donc avec notamment toutes les problématiques liées à la précarité étudiante des jeunes, qui a un impact important sur la santé. Ça fera le lien avec la table ronde qu'on aura juste après, animée par Sébastien Cotte. Avant cela, donc vous avez rejoint le forum de la jeunesse française, mouvement qui regroupe donc des mouvements pour les jeunes. Donc c'est les jeunes qui sont acteurs. Peut-être nous redire un mot sur le forum? Oui, le Forum français de la jeunesse, ça existe depuis 10 ans, donc il y a bientôt l'anniversaire en décembre. du FFJ, exactement en décembre, et qui est composé de 4 collèges, le collège lycéen, étudiants, partisans et associatifs, donc qui regroupe une vingtaine d'organisations qui sont membres. Donc c'est pas des individus, mais c'est vraiment des organisations qui sont membres du FFJ, ce qui permet de pouvoir avoir un espace qui est autonome des pouvoirs publics, pour pouvoir à la fois être force de proposition et aussi servir d'interlocuteur par rapport aux politiques jeunesse. Et donc il y a quand même des positions assez divergentes au sein du FFJ. On arrive à se mettre d'accord autour de la table pour pouvoir porter une parole sur les éléments qui sont importants pour les jeunes, notamment en termes de démocratie pour les jeunes. Ouais, des mouvements très divers qui arrivent à se retrouver, à parler, à trouver des consensus pour proposer des projets, ce qui est vraiment pas anodin. Et du coup, le constat que vous faites, vous, sur les politiques jeunesse en France? Il est assez complexe sur à la fois le besoin d'avoir justement des espaces comme ça autonomes. Nous, on a vraiment une question qui se pose sur la vision de la jeunesse qui est portée dessus, notamment sur, en fait, on est à la fois expert et concerné, et c'est quelque chose qui est pas forcément pris en considération, notamment plusieurs choses dessus. Il y a à la fois une défiance qui est parfois aussi faite au niveau des jeunes, notamment quand on voit qu'on est parfois un peu mis dans les cases, notamment avec des dispositifs comme le SNU. Et aussi, on a un vrai enjeu qui se pose sur justement depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, sur le fait que les règles du jeu changent très souvent, notamment quand en tant que jeune, on s'investit et qu'on voit qu'il y a des cadres qui disparaissent ou qui évoluent dessus, par exemple des copiles, des choses comme ça on n'est plus forcément mis dans la boucle dessus. C'est compliqué. En fait, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps à pouvoir se faire entendre. Et c'est vraiment la question aussi de l'émancipation de la jeunesse, notamment sur comment faire en sorte de pouvoir peser. Notamment, le FFJ a participé au CNR. Et en fait, sur une cinquantaine de membres, il y avait un seul membre, donc du FFJ, qui avait moins de 30 ans. Et donc, ça en dit beaucoup sur la vision de la jeunesse qu'on peut avoir dessus, et sur le fait qu'on soit régulièrement utilisé plutôt comme un quota, plutôt que comme réellement force de proposition. Vous êtes nombreux à évoquer la problématique de la lisibilité, la question de la compétence. On a l'impression, si on regarde depuis l'extérieur les politiques jeunesse, on a l'impression que c'est flou et on ne sait pas vers qui se tourner, région, département, plein de dispositifs différents. La présidente d'Unicité disait hier, on crée de la complexité dans la lecture entre le service civique national universel, etc. Je me demande, est-ce qu'il y a des politiques publiques, et peut-être que Jonathan, avec le regard que vous avez en tant qu'élu local à Villeurbanne, est-ce qu'il y a des politiques publiques en France qui ont trouvé des solutions pour avoir plus de lisibilité, peut-être dans d'autres domaines que de la politique jeunesse, et qui sont arrivés à s'organiser en termes de compétences avec quelque chose de lisible, avec des projets qui sont clairs pour les publics? Parce que du coup, les jeunes disent, voilà, du coup, il y a plein de choses, mais on ne sait pas trop quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a pour vous des modèles qu'il faudrait suivre peut-être ou pas? Je dirais que les politiques jeunesse sont victimes de ce qu'elles représentent. Elles sont un tel symbole que chaque élu se sent l'obligation de réinventer quelque chose quand il arrive. De dire, voilà, j'ai fait quelque chose pour les jeunes. Et donc, on défait ce qui parfois a été bien fait. Je sais pas, moi, c'est une urgence de l'évaluation des politiques publiques, comme ça a été dit ailleurs. Je suis pas convaincu. Je crois qu'on sait très bien où sont les trous dans la raquette, et qu'on sait aussi quels dispositifs ont pu fonctionner sur ces dernières années, et même dans le temps long. Le fait est qu'il y a quand même la tentation toujours de changer, et comme il n'y a pas une politique structurelle, structurante,
quelqu'un qui coordonne ça. Le côté positif, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Et on voit bien que d'un territoire à l'autre, d'un échelon à l'autre, il y a des capacités d'innovation et des capacités de créativité avec des dispositifs très, très intéressants. Le côté négatif, c'est que chacun fait ce qu'il peut. Et souvent, c'est pas grand-chose parce que les moyens, pour le coup, sont limités. Donc, c'est par rapport à tout à l'heure, est-ce que l'État doit faire plus ou moins? En tout cas, il faut donner qu'il y ait du droit commun qui soit affirmé. Et par rapport à la question de Jordan tout à l'heure sur est-ce que les jeunes sont des enfants ou des adultes, aujourd'hui, en fait, ils ont les symptômes des deux. Ils ont les côtés négatifs d'être considérés comme des enfants et les côtés négatifs d'être considérés comme des adultes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à certains droits parce qu'ils sont encore enfants, ils n'ont pas le droit à certains droits parce qu'ils sont déjà adultes. Et en fait, il faut inverser ça. Après, sur ce que vous dites, sur l'aspect, comme le cadre est un peu flou, ben, chacun fait un peu ce qu'il veut. En même temps, ça permet qu'il y ait des initiatives aux quatre coins de la France métropolitaine d'outre-mer qui sont juste incroyables, qui permettent de mobiliser peut-être des énergies qui ne se mobiliseraient pas s'il y avait un cadre bien trop strict. Du coup, où est-ce qu'on met le curseur? C'est peut-être pas si simple. Ouais, mais pour répondre rapidement dessus, en fait, on a besoin un peu des deux. À la fois d'avoir une souplesse justement sur les politiques et à la fois d'avoir un cadre qui soit aussi clair pour tout le monde et au niveau national. Et là-dessus, en fait, c'est plutôt le fil rouge qu'il faut avoir par rapport à ça, de comment on inclut les jeunes dans la discussion. Et notamment aussi d'avoir pas quelque chose qui soit fait en mode on coche une case, en mode bah, ça y est, on a des jeunes autour de la table, mais comment on fait en sorte qu'ils puissent s'exprimer. Notamment, il y a aussi une question de diversité, il y a aussi des débats générationnels aussi qui peuvent arriver dessus. Et notamment, en fait, on a un vrai souci, c'est qu'actuellement, les jeunes, on n'est pas écoutés ou mal écoutés. Et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Et on le voit notamment, ça se réduit par plusieurs éléments, mais sur l'abstention, par exemple, c'est un élément qui revient assez régulièrement. Et notamment, il y a un vrai enjeu, c'est ce qui était dit juste avant, mais sur le fait de mettre les jeunes dans le droit commun et notamment de séparer les politiques familiales et les politiques jeunesse, parce que c'est un vrai enjeu aussi dessus, de pouvoir affirmer d'avoir une jeunesse qui ne soit pas infantilisée. Et c'est un enjeu qui est assez important et qui est pas forcément évident, qui demande du travail un peu des deux côtés. Et notamment, voilà, nous, en tant que jeunes, on a l'impression un peu de se répéter très rapidement. Notamment, nous, le FFJ, on porte depuis 10 ans la question du RSA pour les 18 ans. Et voilà, ça fait 10 ans, donc c'est un peu long. Et pourtant, on est tous d'accord dessus, alors qu'on est quand même assez divers sur nos positions de base. Donc, voilà, c'est bien si on peut être aussi un peu écouté à un moment et pas mal écouté, parce que parfois, on a un peu l'impression qu'on s'attend d'avoir une parole jeune et que en fait on la transforme un peu la parole qu'on reçoit en face, notamment sur en fait on attendait à ce que les jeunes nous disent ça et du coup on comprend que ce qu'on veut comprendre et c'est un peu un enjeu dessus de pouvoir avoir des échanges assez réguliers dessus et après il faut se dire aussi les choses dessus, il faut pouvoir échanger aussi régulièrement. Après, on est aussi sur. Oui, peut-être, pardon, si vous voulez réagir à ça avant. Oui, moi j'allais dire, il faut aussi s'appuyer dans la co-construction des politiques publiques sur les organisations qui sont gérées par des jeunes parce qu'il y a toute une logique ascendante dans ces organisations-là. Elles ont un vrai savoir-faire, une vraie expertise. Comme tu le disais, Quentin, elles sont expertes et concernées et du coup, il faut elles existent au niveau national, au niveau territorial. Et du coup, c'est des jeunes qui sont organisés et qui ont quelque chose à dire ensemble sur un sujet. Et oui, c'est au-delà de la communication, la co-construction, c'est un vrai enjeu pour que ça réponde aux aspirations des jeunes. Et je voulais quand même parler du service national universel parce que pour le coup, c'est la politique nationale autour de l'engagement des jeunes. C'est la première, elle a vocation à être obligatoire pour tous les jeunes dans les années à venir. Donc, je pense qu'on va de plus en plus en entendre parler. Mais pour le coup, le service national universel, c'est pas une politique qui a été construite avec les jeunes. C'est une politique qui a été pensée sans eux. Et du coup, est-ce que le service national universel, il répond vraiment aujourd'hui aux aspirations de la jeunesse? Parce qu'il a quand même une dimension autoritaire et militaire, alors que les aspirations de la jeunesse, aujourd'hui, elles sont plutôt tournées autour des dimensions de liberté individuelle et collective, de lutte contre les discriminations, de la cause climatique et environnementale. Et pour autant, cette politique, elle va impacter tous les jeunes parce qu'ils vont être obligés de le faire. Et alors que, pour le coup, les objectifs du service national universel, c'est de permettre
d'encourager les jeunes à s'engager et permettre aux jeunes de se rencontrer. Et ces deux objectifs-là, en tant qu'association de jeunesse et d'éducation populaire, on dit oui, effectivement, on est d'accord, il faut permettre ça. Mais du coup, on peut le faire sous une autre forme et on peut s'appuyer sur ce qui se fait déjà. Et il faut aussi pouvoir penser le temps de la jeunesse sur le temps long, où, comme ça a déjà été dit, en fait, on vit pas la même chose selon l'âge de la jeunesse dans lequel on est. Et il faut pouvoir permettre cette souplesse. Et du coup, reconnaître tout ce qui existe déjà, tous les engagements que les jeunes prennent déjà, parce que les jeunes s'engagent de plus en plus. Et donc, ça passe par le départ en colonie de vacances, par la formation au BAFA, par la participation à des conseils départementaux, municipaux de jeunes, d'enfants. Voilà, il y a une multiplicité de choses qui se font déjà et on pourrait penser quelque chose plus ambitieux, plus émancipateur pour la jeunesse et surtout qui s'appuie sur l'expertise de ceux qui font déjà. Iban et Rémi, sur tout ce que vous avez entendu, sur la diversité des acteurs, sur l'évolution. Moi, je vais revenir sur le SNU aussi. Je suis d'accord avec vous, je trouve ça dommage qu'on l'ait mis obligatoire parce que ça empêche les jeunes, entre guillemets, de se refléter dans le domaine qui leur intéresse. Il y en a, ça va être le sport, l'armée, tout ça, tant mieux pour eux qu'ils fassent le SNU. Mais s'il y en a qui veulent faire Greta Thunberg, qu'ils fassent Greta Thunberg, pareil pour les autres. Donc, c'est ce côté un peu dommage que je trouve, mais voilà. Iban, tu souscris aussi? Ouais, je suis totalement d'accord avec Rémi. Oui, c'est effectivement aller où on veut en quelque sorte, c'est le plus important. Enfin, si on peut faire ce qu'on veut, autant qu'on le fasse, si c'est possible. Pour finir, vous avez un rôle aussi important, vous, dans un peu de prescripteur auprès des autres jeunes collégiens pour montrer aussi tout ce qui se fait, parce que c'est un peu le but aussi de ces rencontres, de se retrouver entre nous et de pointer du doigt ce qu'ils ne voient pas. Je trouve intéressant de montrer aussi tout ce qui va et puis de se dire que les jeunes, il y a quelques années, moi je me rappelle, quand j'avais 13-14 ans dans ma commune, j'étais critique sur la mairie qui faisait rien. Puis quand j'étais élu dans la commune, que j'ai fait des choses, les jeunes étaient critiques sur le fait que je faisais rien, alors que j'avais l'impression de faire tellement plus. Donc ça se trouve, dans quelques années, vous vous direz, les choses évoluent et il y a quand même plein de choses qui se font et c'est pas forcément visible. C'est aussi les générations qui évoluent, qui ont peut-être des attentes peut-être un peu différentes aussi. Faut continuer dans la concertation collective afin que les jeunes soient satisfaits, qu'ils râlent pas sur les élus et que les élus soient contents parce qu'on râle pas sur eux. Bon, ça, c'est tout l'exercice à trouver. Ça va pas être simple, mais merci beaucoup à tous les trois et puis à vous deux aussi d'être intervenus et puis d'avoir amené comme ça l'éclairage de la NACEJ, du CNAGEP et du Forum français de la jeunesse. Merci beaucoup.